Et dans un tout autre chapitre, sachez que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits était reçue ce mardi à la primature par le Premier ministre. Les échanges ont tourné autour des questions sécuritaires, bonne gouvernance, mais surtout sur la problématique du bouclier humain qui cible particulièrement les enfants intégrés dans les groupes armés. Question sécuritaire en RDC, l'heure est à la pérennisation de la victoire des FARDC sur l'M23 en vue du développement économique et autres astuces pour stabiliser non seulement l'aspect sécuritaire mais aussi de la bonne gouvernance. La représentante du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés l'a dit au sortir des discussions avec le Premier ministre. On a parlé de ce qui s'est passé, les développements sur le plan sécuritaire. La loi congolaise a aussi été évoquée dans ces entretiens. Les recruteurs d'enfants, ce sont des criminels de guerre et ils doivent arrêter de recruter les enfants. Ils doivent remettre les enfants aux instances qui ont la charge de récupérer ces enfants, de les réinsérer, de les réunifier avec leurs familles. Je crois que les lois congolaises... Le recrutement d'enfants considéré comme crime par les lois congolaises a aussi été évoqué dans ces entretiens. Les conventions internationales qui considèrent le recrutement d'enfants comme une violation grave et qui peut être aussi un crime de guerre et un crime international. Par rapport à cette question, le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié un communiqué adopté par ses 15 membres, lequel demande aux enrôleurs, recruteurs d'enfants dans les conflits armés, dans les groupes armés, de mettre fin à ce genre de pratiques. Et puis au chapitre économique, sachez que c'est un rendez-vous de grands enjeux économiques pour le continent africain qui se tient à Kinshasa. La toute première conférence panafricaine sur la transformation et l'émergence de l'Afrique s'est ouverte ce mardi au Roméo Golf dans la commune de la Gombe. Plusieurs experts venus de 30 pays d'Afrique vont réfléchir ensemble durant 3 jours sur les stratégies de vision pour le continent africain. De plus en plus, l'Afrique s'attire des investisseurs déçus de ses richesses inestimables en matières premières et autres avantages substantiels qu'offrent ces différents secteurs. Face à cet intérêt, des pays africains cogitent déjà sur la transformation et aussi l'émergence du continent. C'est à l'issue de la première conférence panafricaine tenue à Kinshasa. Les pays africains ont connu une forte croissance démographique qui malheureusement n'a pas été accompagnée par des mécanismes d'insertion professionnelle et de création d'emplois au point que ces pays sont encore, dans la majeure partie, qualifiés de pauvres, voire de fragiles. Cette situation ne peut plus perdurer et des efforts doivent être consentis davantage pour transformer structurellement les économies africaines en vue d'une croissance redistributive pour le bien-être intégral du peuple africain. Donner des pistes et des solutions aux problèmes qui entravent cette émergence avec des stratégies efficaces, autant de préoccupations qui trouveront des réponses à l'issue de ces échanges. La plupart des pays africains actuellement travaillent sur les visions de développement. C'est-à-dire qu'il y a des plans stratégiques qui sont développés, surtout pour devenir pays émergents d'ici peu. Malheureusement, certains pays en parlent depuis 5 ans, 10 ans, on ne voit pas sur place ce qui s'est fait. Alors notre rôle étant l'institution panafricaine de renforcement des capacités et des réformes, nous appuyons le pays sur ce domaine. Et la République démocratique du Congo, pays hôte, se sont déjà honorés par ce premier rendez-vous. Donc nous gagnons beaucoup en partage d'expérience des autres qui sont peut-être plus avancés que nous et peut-être nous donnerons notre expérience à ceux qui peuvent apprendre aussi de chez nous. Donc nous gagnons sur tous les plans. Plus de 30 pays africains prennent part à cette rencontre organisée par le Centre de formation pour des recherches administratives pour le développement. Et une autre rencontre d'envergure, c'est celle de l'atelier tripartite sur la révision du code minier qui s'est également ouvert à Kinshasa, cette fois-ci à l'hôtel du Fleuve. Il s'agit au cours de cette réunion de procéder à quelques retouches du dit code tout en tenant compte de l'expérience du code de 2002. C'est une nouvelle impulsion qui se dégage dans le secteur minier. L'atelier tripartite sur la révision du code minier s'investit pour la croissance économique, la réduction de la pauvreté et autres. J'invite tous les participants à travailler sans relâche pour examiner le draft de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 2002 portant code minier tel qu'issu des discussions préliminaires entre les experts du gouvernement.
Cette nouvelle législation, qui se voudra transparente, incitative et objective, est donc non loin de sa concrétisation. Nous avons vu les statistiques de l'augmentation de la production minière. Nous avons vu ce qui a été fait comme développement communautaire. Il reste beaucoup de choses à faire, mais vous avez fait énormément de progrès et pour nous, je pense que vous êtes pratiquement un modèle pour d'autres pays africains. Ce processus de révision du code minier bénéficie aussi du concours des chefs coutumiers. Nous avions bien compris dans ce discours qu'il y avait 3 préoccupations. C'est l'exploitation, c'est le contrôle, mais c'est le développement de la communauté. Et qui dit développement de la communauté, dit autorité coutumière. Nous y sommes. 3 jours d'atelier, ça sera le travail. Un code minier plus adapté, la République démocratique du Congo, un géant minier au sein de l'Afrique. La composition de ce draft devra booster ce secteur qui, du reste, traîne encore les pas. Et puis rendons-nous à présent au Kasaï occidental où le numéro 1 de cette province, Alex Kandé, a conduit une délégation de l'entreprise Grexet à Dundo. Question de s'enquérir du site où sera jeté très prochainement le pont sur la rivière Kasaï entre les territoires de Kambulo et Luzia respectivement en Angola et en République démocratique du Congo. Une mission qui s'inscrit également dans le cadre des accords signés en juin en Angola, précisément à Dundo. Lunda Norte, en République d'Angola. Le gouverneur du Kasaï occidental conduit ici une délégation de l'entreprise Grexet qui compte jeter un pont sur la rivière Kasaï. Il s'agit d'un pont qui doit relier les provinces du Kasaï occidental en République démocratique du Congo et Lunda Norte en Angola. À l'arrivée dans cette province angolaise, le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Mwangala, a accueilli chaleureusement son homologue Kandé Mupompa Alex. En revanche, Alex Kandé Mupompa lui a exprimé sa gratitude et celle à l'endroit des hautes autorités des 2 pays. Mais avant de vous répondre, permettez-moi d'abord de dire encore une fois un grand merci à mon frère, le docteur Ernesto Mwangala, gouverneur de Lunda Norte, pour avoir accepté que j'effectue ce déplacement, ce énième déplacement, comme vous le dites bien, en Angola. Il m'a facilité beaucoup de choses. Nous sommes venus, vous vous souvenez que dans le cadre des accords que nous avons signés pour la coopération entre nos 2 provinces, nous avions dit que nous allions ouvrir 4 frontières. Parmi les 4 frontières, il y en a 2 qui sont opérationnelles, il y en a 2 qui sont encore à ouvrir. De l'aéroport de Nzaï en Angola, les 2 gouverneurs ont fait route jusqu'à la rivière Kasaï, lieu prévu pour le jet du pont. Ici, Alex Kandé a entretenu la population des Kalambambouji en territoire de Lusa au Kasaï occidental sur sa mission. Le directeur de Grexet a déclaré sur place qu'il ne va pas nécessiter d'autres études en dehors de cette descente qui permettra le jet du pont. La procession est très positive. Nous avons vu ce qui s'est passé du côté de l'Angola, la route, et nous avons vu la dimension, la largeur des rivières. Tout ça nous donne des données assez très importantes pour nous permettre d'avancer avec les travaux. Ça nous donne beaucoup de confiance et nous rassure qu'on peut faire le projet avec beaucoup de succès et beaucoup d'assurance. Enfin, Alex Kandé Mupompa du Kasaï occidental a dit sa détermination de voir ce projet se concrétiser pour faciliter les échanges commerciaux entre les 2 pays, la République démocratique du Congo et l'Angola, via le Kasaï occidental. Restons toujours dans cette province pour parler cette fois-ci du découpage territorial. L'organe délibérant de la province donne son point de vue sur le dit dossier qui sème d'ailleurs des débats houleux entre les territoires de Luebo et la ville de Chikapa. Point de vue livré ici par Omer Mijibi, que je vous propose d'écouter. Au niveau de leur statut actuel, Luebo ne peut pas se mesurer avec Chikapa. Ça c'est un, parce que Chikapa c'est une ville, Luebo c'est une cité. En deuxième lieu, s'agissant de viabilité, Luebo ne représente aucune garantie de viabilité. Parce qu'aujourd'hui, Luebo c'est une cité en ruine. Tous les bâtiments de l'État sont tombés dans les érosions. Le bureau du parquet est tombé au début de l'année dans l'érosion. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de piste d'aviation pour atterrir, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'électricité, 24/24, il n'y a pas d'eau potable. Mais toutes ces infrastructures, vous les trouvez réunies à Chikapa. L'eau potable, électricité, banque.
Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas comparer Luebo à Tshikapa. C'est pourquoi nous disons, Luebo c'est une cité pour donner beaucoup de chances, pour que la province du Kasaï démarre sur les bonnes chances, qu'on donne cette province comme chef-lieu Tshikapa. Luebo c'est vraiment donner aux Kasaïens un mort-né. Moi je vais demander aux décideurs qu'ils viennent eux-mêmes. Je voudrais qu'il y ait une enquête objective de l'Assemblée nationale, du Sénat et même de notre gouvernement central, qu'ils viennent voir là où ils veulent envoyer la province du Kasaï de leurs propres yeux. Rendons-nous à présent dans le Nord Kivu, précisément à Goma, où nous avons en ligne notre correspondant Patrick Sialoua. Alors, les retombées des concertations nationales se font déjà sentir. On en veut pour preuve la libération de quelques prisonniers dans la ville de Goma qui étaient condamnés à des peines inférieures à moins de 3 ans, hormis ceux ayant été reconnus pour des faits comme des infractions de violences sexuelles, détournement, corruption. Le gouverneur Julien Paluku Kahongya sont ceux-là condamnés à des peines inférieures à 3 ans, quelle que soit l'infraction, comme le précise le procureur général au Nord Kivu, M. Meli Meli. C'était tout simplement avoir été condamné à une peine inférieure à 3 ans. C'est tout, quelle que soit l'infraction commise. Sauf ceux qui ont commis les infractions notamment des violences sexuelles, des détournements, des corruptions, des concussions, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et puis ceux qui aussi ont été condamnés dans les infractions d'évasion. Cela ne bénéficiait pas de la grâce présidentielle. Pour le gouverneur Julien Paluku, cette libération est l'une des recommandations des concertations nationales. C'est d'abord un sentiment de satisfaction qu'à l'issue des concertations nationales, il a plu au chef de l'État de devoir prendre un engagement devant le peuple congolais selon lequel il devait élargir un certain nombre de personnes dont les peines sont en dessous de 3 ans. Donc je considère que cela est un fruit de toutes ces concertations et de la volonté du peuple congolais. Maintenant que nous avons procédé à l'élargissement à travers les procureurs de la République à toutes ces personnes ici, je crois que cela doit constituer une leçon. D'abord pour les mêmes personnes qui ont passé des mois et des mois dans les geôles, mais également ça doit constituer une leçon pour tous les autres, qu'il n'y aura pas de concertation tous les jours pour qu'on procède à des mesures de grâce. Que donc si aujourd'hui cela est fait, ce ne sera pas le cas pour celui qui va commettre une infraction demain. C'est très très grave que des grands criminels commencent à se recruter parmi les enfants du Nord Kivu, alors que nous étions connus parmi une population paisible. Cette libération concerne toutes les prisons du Nord Kivu, a martelé le gouverneur Julien Paluku. Tout en remerciant les chefs de l'État pour leur libération, ces prisonniers ont promis de ne plus commettre toute forme d'infraction. Soulignons que parmi ces 30 prisonniers, un a vu sa peine réduite de 5 à 2 ans. Bonne nouvelle, le centre hospitalier de la Borne vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment construit sur fond du financement du gouvernement de la République. L'inauguration a donc eu lieu ce mardi dans la commune de Galima. Le centre hospitalier La Borne vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment construit sur financement du gouvernement de la RDC avec l'appui technique du BCECO, dont l'inauguration a eu lieu ce mardi. Ces bâtiments pimpants neufs abritera le bloc opératoire, la salle d'accouchement, des bureaux et autres services. À en croire le médecin directeur, la présente dotation contribuera à mieux appuyer les services de santé afin d'améliorer la qualité de services offerts aux populations bénéficiaires. Tandis que les BCECO rassurent le ministère de la Santé publique de son engagement à continuer d'appuyer les efforts du gouvernement congolais d'améliorer la santé de la population. Et enfin, l'église La Borne a émis les vœux de voir le gouvernement s'investir davantage afin que le matériel et autres produits médicaux importés dans le cadre de cet élan atteignent les populations bénéficiaires. La promotion d'expansion des réseaux d'alimentation en eau potable et des fontaines, voilà le sujet qui alimente l'atelier organisé à l'intention des parties prenantes du secteur eau et assainissement, appelés à s'impliquer et offrir davantage leur expérience, mais aussi à débattre du futur rôle des mini-réseaux en République démocratique du Congo, assis appuyés financièrement par la Banque mondiale. J'ai fait l'exposé à la demande de Greta sur les mini-réseaux dans l'est du Congo. Donc on fait beaucoup de mini-réseaux dans la province orientale, le nord Kivu et le sud Kivu, dans le cadre de RRMP qui est le suivi des populations en mouvement. Voilà, cet angle, je pense qu'ils ont
demander à Solidarité, comme c'était un acteur majeur dans le cadre humanitaire et d'action d'urgence, de présenter justement l'installation de ce mini-réseau en cadre d'urgence et quelles sont les contraintes. Page noire dans ce journal, c'est ce mardi qu'a eu lieu la levée du corps du procureur général de la République honoraire et émérite Laurent Tshimanga Mukeba à la clinique de Ngaliema. Plusieurs autorités ont fait le déplacement, notamment le président de l'Assemblée nationale, le procureur général de la République. Émotion et consternation étaient lisibles dans les visages de ceux qui étaient présents pour rendre un dernier hommage à ce haut magistrat. Le corps de l'illustre disparu est exposé à Maïcha Park et l'enterrement interviendra ce mercredi. Laurent Tshimanga, je vous le rappelle, a occupé la fonction de procureur général de la République de 2003 à 2008 avant d'être retraité. Plusieurs magistrats gardent de lui un souvenir, le souvenir d'un homme de rigueur et loyal aux valeurs de la République. Je vous propose de suivre ici quelques témoignages. Il était très strict au travail, hein. C'est parmi les gens qui redressaient là où ça voulait fléchir. C'est eux qui redressaient. Hein. Sur ce point-là, nous le manquons beaucoup maintenant. Hein. Nous avons vu comment il a posé les actes qui sont publics dans ce pays. Et je pense que son nom est à mettre dans l'agenda de la magistrature. D'ailleurs, lorsqu'il est entré aux affaires en tant que procureur de l'Afrique, il avait cette réputation. Il avait la réputation d'être un ministère public fort. Pendant son exercice, c'était un papa qui était à l'écoute de tout le monde. Il était sensible à tout comportement irrégulier. Moi-même, en tant qu'inspecteur judiciaire en Mbujimaï, j'étais victime d'une suspension de 3 ans. Il m'a coulé au chômage pendant 3 ans. Mais quand j'ai pris mon courage de venir à Kinshasa pour la première fois dans ma vie et pour la première fois de visiter le Parquet général public, et quand j'ai posé mon problème, sans me connaître, il a réagi au téléphone et dans sa lutte, j'ai été réhabilité. Je garde les souvenirs d'un père, d'un encadreur. Quand je parle d'encadreur, c'est par rapport à la carrière qu'il a eue comme magistrat, comme juriste. Donc c'est quelqu'un qui a servi valablement la République et qui a fait profiter son expérience aux générations actuelles. Autre chose à présent, le sommeil est d'autant important pour tout homme. Il permet ainsi de conserver l'énergie et bien d'autres facultés permettant à l'homme de se maintenir en forme. La question était débattue au cours d'une conférence tenue à la halle de la Gombe. Dans nos sociétés actuelles, nul ne peut mettre en évidence l'importance vitale du sommeil dans l'organisme de l'homme. Et c'est d'ailleurs ce qui a été sous-évoqué à travers cette conférence organisée par le club Rotary International à la Maison de France. C'était pendant le sommeil. Et vous recommencez le cycle, ainsi de suite. Et puis le matin, quand nous aurons fait nos 4 et 7 cycles, nous allons nous réveiller par là. Et voilà la personne qui se réveille derrière là-bas. Avec comme thématique le rôle du sommeil, l'orateur principal Gilbert Mananga a abordé le rêve sous l'angle scientifique plutôt que spirituel. Pourquoi dormir? Pourquoi se réveiller? Ce sont là des interrogations principales auxquelles l'orateur a tenté de répondre et les participants se sont ainsi vus satisfaits. Dernière note de ce journal, Kinshasa va vibrer dans les tout prochains jours au rythme de la semaine culturelle Liolo. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse donnée par l'agence culturelle Oxygène, qui est donc l'organisateur de cet événement. Sous le haut patronage du Premier ministre, les organisateurs de cette journée culturelle veulent offrir ainsi un espace d'expression plus large à Maître Liolo pour ses 70 ans d'âge et 50 ans de carrière. L'agence Oxygène, Fonds culturel africain et congolais, est résolu à offrir un espace d'expression et de promotion de la culture congolaise, en particulier de l'art plastique dont Maître Liolo reste plus que jamais l'icône, la figure de proue et l'un de ses plus ardents défenseurs. Il a su transcender son époque et a jeté un éclat sur sa génération et les générations à venir. Pour nous, Semaine culturelle Liolo se veut être désormais une tribune d'exposition et d'expression de l'excellence en matière d'art plastique en République démocratique du Congo, mais également une vitrine ouverte sur le monde.
Pour cette année, la semaine culturelle Liolo, qui aura lieu du 26 au 28 novembre, reste une occasion inédite de présenter la vie et l'œuvre de l'artiste dans sa riche diversité à travers expositions, projections vidéo, conférences et témoignages au sein de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Fin de cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.